Bonjour à tous, bienvenue dans le Tressante. Alors, ce nouvel élément-là n'est pas des poils que je me suis rajouté, voyez-vous, c'est la queue du chat. Il y a la queue du chat qui est là, qui est présente. Ne vous inquiétez pas, le reste du chat est accroché à cet appendice caudal. Et je ne suis pas venu seulement avec mon chat aujourd'hui, je suis avec Lionel Dimitrievitch. Comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Ben, je suis un peu encombré aujourd'hui, mais ça va. Ça va, Bon, on écoute, m'empêche. Et on vient pour la suite de notre superbe présentation d'il y a 2 ou 3 semaines, ouais, l'agent IA RAG avec sémantique kernel, dont on va apprendre certainement qu'il y a eu un changement de nom assez récent. ouais, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois en disant que Semantic Kernel était un petit peu en bout de vie puisque Microsoft sortait Agent Framework, donc on va revenir là-dessus. Et du coup, j'ai commencé un projet avec Agent Framework. En fait, c'est un projet que j'avais déjà commencé avec Semantic Kernel. Et donc Mhm. voilà, je vous propose de voir un petit peu comment on met ça en place. Et puis, je vais vous montrer aussi différents modes de fonctionnement d'Agent Framework et de Ouais. voir un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc voilà. Donc pour faire simple, alors le RAG, on le verra dans un troisième épisode, Steve. Alors pas la semaine prochaine, Excellent. je suis désolé. Mais Ah on non, verra non, le non, RAG bah dans un non. troisième épisode. Ok, d'accord, Comment ça, non? je note ça. Non, non, pas la semaine prochaine, je pourrais pas. Oui, Mais bien sûr, bien en tout sûr. cas, il y aura un troisième épisode pour aller sur le RAG. Mais le RAG, on l'a vu la dernière fois, c'est juste finalement une étape un peu particulière dans un flux agentique. Donc, je Ok. reviens un petit peu sur le flux agentique, justement. On l'avait vu la dernière fois, hein. Donc, on va avoir des données qui vont entrer, puis après, on va avoir des traitements. Alors, ça peut être soit des traitements déterministes avec des outils, avec du code, hein, avec des appels LLM, où on va manipuler en fait un petit peu comment dire, le prompt d'utilisateur ainsi que les datas qu'on va avoir en entrée. Tout ça pour arriver à la fin du traitement à avoir une sortie. Finalement, c'est un peu comme quand on fait du code. Mhm. On a une entrée et on veut une sortie, ni plus ni moins. La différence notable avec du code, c'est que le LLM, il est probabiliste. Et donc, du coup, quand on développe, on a plutôt l'habitude de travailler avec du déterminisme, c'est-à-dire qu'on est capable de suivre et de dire la variable a pris telle valeur, etc. Mhm. Et donc, vraiment d'être très précis. Là, avec un LLM, c'est beaucoup plus compliqué parce que lui, son but, c'est de générer des choses. Mais ça, on ne maîtrise pas trop Enfin, on ne maîtrise pas trop. On a le prompt qui va aider, mais on ne maîtrise pas à 100% en tout cas ce que le LLM va nous renvoyer. Et donc, c'est là un petit peu la partie intéressante, c'est qu'on va travailler avec des choses qui ne sont pas 100% sûres, 100% factuelles. Il va falloir qu'on travaille là-dessus pour avoir le plus de véracité possible. Rechercher la complétude également. Donc, c'est plein d'enjeux un petit peu différents. Et on voit qu'on va les rencontrer en fait un petit peu là. Et je vous montrerai du coup un exemple concret un peu plus costaud un simple petit flux. Donc, voilà un petit peu, ça c'est le flux classique hein, voilà, quand on appelle un, IA aujourd'hui, c'est globalement ce qui va se passer. Et donc, le but pour nous, bah, soit ça va être en entreprise, par exemple, de créer un chat qui serait disponible à tous les employés et qui adresserait certaines problématiques. Alors, on l'a déjà avec Copilot hein, dans ce qu'ont un tenant Microsoft 365. Ils l'ont déjà avec Copilot, mais imaginons qu'on n'en ait pas ou qu'on ait envie d'aller plutôt vers, comment dire, je ne sais plus comment on dit, mais bref, la souveraineté, voilà plutôt vers de la souveraineté, on va se dire, bah, tiens, pourquoi est-ce que je ne créerais pas moi-même mon propre chat? Et donc, on adopterait en fait ce genre de choses. Alors, je vous Mhm. invite à ne pas le faire forcément parce que ce qui est fait déjà sur les éléments existants, Copilot, ChatGPT, Gemini, c'est évidemment très, très puissant. Et hormis pour des scénarios bien précis, ça ne sert à rien de réinventer l'eau chaude. En fait, ils ont déjà des trucs qui fonctionnent alors avec leur modèle. Mais refaire la même chose, c'est, je pense, complètement utopiste. Mais en tout cas, pour des scénarios bien précis, ça peut être pratique. Alors, je reviens un petit peu sur l'historique. Je parlais de sémantique kernel et donc, en fait, il y avait deux parties. J'en avais pas parlé la dernière fois de d'autres parties, peut-être un petit peu en introduction. Mais on avait deux blocs en fait. On avait Semantic Kernel qui est un framework d'orchestration LLM. Hein. C'est tout simplement un workflow. En gros, on va faire des appels. Donc ça va gérer, ça va nous permettre de faire des prompts. Pardon, on va pouvoir créer des plugins. On va gérer la mémoire. On va avoir des connecteurs, etc., etc. L'avantage que va avoir qu'a Semantic Kernel, c'est qu'il est production ready, c'est-à-dire que on a déjà plein de métriques on est capable de tracer en fait le fonctionnement du framework. Donc il y a vraiment des informations qui nous permettent d'aller très loin et de pouvoir pousser en production. Ça, c'est de l'orchestration vraiment. Alors, soit on fait de l'orchestration via un LLM, soit on fait de l'orchestration manuelle, on fait ce qu'on veut, mais c'est vraiment purement de l'orchestration. Et puis, il y avait le deuxième framework qui était Autogène, qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on aimerait bien faire, on va dire. C'est un framework de collaboration entre multiples agents. Donc, on va dire, bah, tiens, tel agent, il fait telle tâche.
Mhm. Tel autre agent fait telle tâche, il prend tel et tel paramètre en entrée, etc. Et en fait, ensuite, c'est le système lui-même qui va déterminer quel est l'agent optimum. Et puis vous avez le hand-off ici là, qui est important, hein, c'est qu'à un moment donné, un agent peut décider tout simplement qu'il n'est pas suffisamment performant pour résoudre la problématique qui lui est donnée, et donc il va donner la main à un autre agent, par exemple, qui est plus spécialisé. Bref, tout ça, en fait, c'était le framework en fait, qui permettait d'automatiser ce système multi-agent. Je ne l'ai pas testé à proprement parler, mais tous les retours que j'ai pu lire sur Internet, c'est que effectivement, c'était pas très très prêt pour la production. C'est-à-dire qu'il y avait, Mhm. c'était très bien pour faire des POC, mais pour aller au-delà, ça devenait complexe. Donc, ces deux frameworks, on a du coup des limites qui se sont vite imposées, c'est qu'il y a deux frameworks à maintenir. Bon, ça, c'est le problème de Microsoft à la limite. Mais même pour nous qui utilisons, si on doit utiliser les deux frameworks, il faut faire les deux mises à jour, etc., etc. Donc, voilà, c'est un petit peu embêtant. On a un recouvrement fonctionnel qui va se faire parce que de plus en plus, les agents finalement qu'on va utiliser avec Semantic Kernel, bah, on peut les utiliser aussi avec Autogène. Et donc, on va avoir Mhm. des recoupements, des choses qui viennent l'un sur l'autre. L'expérience développeur, évidemment, qui est fragmentée, parce que du coup, on a deux frameworks à gérer. Et puis, la difficulté du passage prototype à production, c'est plutôt pour la partie autogène qui posait problème. Et donc, Microsoft a décidé de pas de repartir feuille blanche, évidemment, mais du coup, de s'appuyer un petit peu sur les bénéfices des deux systèmes pour aller créer, évidemment, Agent Framework en 2025, en fusionnant tout simplement, bah, je dirais, le meilleur de Semantic Kernel et d'Autogène. Et du coup, ça nous permet de créer des agents IA, de faire du multi-agent, d'avoir des workflows. Un élément important aussi, c'est d'avoir ce qu'on appelle le human in the loop, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut dire, bah là, il faut faire rentrer un humain en fait dans la boucle Mhm. parce que c'est lui de valider, etc. Et ça, c'est pris en charge nativement par le framework. C'est open source, c'est production ready, donc ils ont récupéré les éléments importants hein, d'observabilité, de sécurité qu'il y avait sur Semantic Kernel. Et puis le dernier point sur lequel je reviens, qui était là en quatrième, mais c'est .NET et Python, et je dirais en fait plutôt Python et .NET. La documentation, en fait, est prioritairement faite sur Python et pas sur .NET. Alors c'est la première fois que je tombe sur un truc comme ça chez Microsoft, mais en Ouais. fait, on a des parties documentées qui le sont pour du Python, mais pas pour du .NET, ou des scénarios qui sont faits pour du Python et pas du .NET. Donc voilà, bon, il faut savoir que ça peut s'utiliser du coup sur les deux langages, c'est quand même plutôt pratique, sachant que le Python, c'est un langage qui est plutôt utilisé dans le monde de l'IA, et le .NET plutôt dans le monde, on va dire, du dev classique. J'ai fait avec du .NET, j'essaierai sincèrement avec du Python, parce qu'à mon avis, on doit avoir beaucoup plus de souplesse. Je vais vous montrer un petit peu Mhm. les difficultés qu'on peut avoir quand on le met en place avec du .NET, et sans doute qu'avec du Python, il y a un peu plus de souplesse, mais bon, peu importe. Donc voilà un petit peu ce que c'est qu'Agent Framework. Alors une fois qu'on a dit ça, on parle d'agent, on parle de workflow, et en fait, ce sont les deux principales briques d'Agent Framework. On va avoir d'un côté les agents, et on retrouve un petit peu ce qu'on avait dans Autogène, c'est-à-dire qu'on va avoir des entités qui sont pilotées par un LLM, d'accord? Mhm. Avec, on a une boucle en fait de résolution de messages en quelque sorte. On va avoir un message en entrée, puis ici on va avoir une boucle, et le LLM va pouvoir utiliser des outils, va pouvoir utiliser des éléments qui sont en mémoire, etc. On va lui fournir en fait tous les éléments qu'on veut jusqu'à arriver au résultat, et puis de lui donner le résultat final. On peut mettre donc des outils, on peut appeler des serveurs MCP. On a une gestion de contexte qui est native aussi, donc ça c'est pas mal. On peut récupérer par exemple sur l'historique de la communication. Tout ça c'est déjà géré dans le framework. En fait, on n'a pas à s'ennuyer. On a quelques scénarios qui sont natifs entre guillemets, c'est-à-dire qui sont documentés par Microsoft. Le multimodal notamment qui est intéressant, c'est-à-dire que là on va pouvoir utiliser des images ou voir faire générer des images en fonction des modèles qu'on a derrière. On a du RAG, hein, c'est des scénarios RAG qui sont implémentés quasiment par défaut. On a tout ce qui est background responses, donc c'est pour des tâches qui sont très très longues. En fait, on va faire tourner le LLM et puis on va rendre la main à l'application, par exemple, hein, qui va utiliser les agents. Donc on va laisser tourner ça en tâche de fond. Et puis il y en a un que j'ai mis ici qui est intéressant, c'est Code Act, qui va nous permettre en fait de demander à exécuter du code. Je ne l'ai pas testé encore. Mhm. J'avoue que je suis très curieux, mais c'est un petit peu ce que font aujourd'hui les Gemini, ChatGPT, Copilot, etc. C'est-à-dire qu'en gros, pour répondre à certaines problématiques, ils exécutent du code. Et en fait, a priori, avec le framework, là, on a ce mode Code Act qui va nous permettre d'exécuter du code en fait dans une espèce de sandbox pour pouvoir avoir des résultats, du coup, pour le coup, très déterministes, puisque exécutés par du code. Voire faire des choses très rapides, par exemple, explorer dans un fichier qui est très structuré, le code va plus vite qu'un LLM. Bref, Oui. c'est vraiment très intéressant comme fonctionnalité.
J'ai pas encore testé, mais voilà, une prochaine. Peut-être avec le RAG, on en aura besoin, peut-être dans l'extraction de données, on verra. Mhm. Et puis toujours avec ce que je disais, hein, le production ready, c'est-à-dire c'est observable, il y a de la sécurité, puis c'est extensible. On peut bien évidemment créer ses propres agents qui vont s'interconnecter entre eux, etc., etc. Ouais. C'est assez vaste. C'est pour le moment, la documentation n'est pas encore hyper riche, hein, donc il faut un peu tâtonner, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Et puis la deuxième partie que je trouve assez intéressante aussi, enfin même très intéressante, dans tout ce qui est problématique d'entreprise, on a souvent en fait des workflows, c'est-à-dire la manière dont on travaille. C'est pas le mode agent, c'est vraiment un peu prends le style et prenez-le, écoutez, un petit peu comme le mode chat qu'on va avoir. Le mode workflow, c'est un petit peu différent. C'est vraiment un process d'entreprise en fait qu'on va faire exécuter par des éléments qui peuvent faire appel à l'intelligence artificielle, mais pas forcément tout le temps. C'est-à-dire que ici, j'ai une brique, voilà, je démarre de là, et puis après, je vais exécuter une autre brique. Cette brique, elle peut faire du code, elle peut faire un appel à LLM, elle peut faire un petit peu ce qu'elle veut. Et puis ici, on va récupérer les résultats pour obtenir un résultat final, etc. Mais c'est un pur process d'entreprise, en fait. Ça, tout ce process-là, avec les agents, c'est lui qui va le générer automatiquement, en quelque sorte, en disant, bah, tiens, j'ai besoin de faire appel à tel agent pour résoudre tel truc, etc., etc. Là, ici, c'est nous qui maîtrisons cette partie-là. Et c'est beaucoup plus sécurisant en entreprise parce qu'on sait quel chemin prennent les choses. Et donc, Mhm. c'est beaucoup plus simple voilà, à débugger et comprendre les résultats, ce qui est très important. Donc, on a une orchestration qui est sous forme de graphe, alors pas sous forme graphique, hein, sous forme de graphe, dans le sens où c'est des nœuds, hein, voilà, tout simplement, avec des processus multi-étapes. On verra qu'on peut faire plein de choses. On peut rajouter justement l'intervention humaine, ce que je disais tout à l'heure, le human in the loop, là, qui est très intéressant. On peut avoir des checkpoints, donc d'arrêter un workflow et d'enregistrer son état pour le redémarrer. Ça aussi, Mhm. c'est plutôt intéressant Ouais, c'est pas mal ça. parce qu'on peut arrêter un workflow, typiquement quand on débug, se mettre un checkpoint, l'enregistrer, et puis après récupérer le checkpoint pour repartir en fait et pas réexécuter toutes les tâches qui viennent avant. Parce que quand vous avez un workflow qui commence à être très long, ça peut mettre beaucoup de temps à exécuter. Et puis un truc qui est sympa aussi, c'est le parallélisme. Et vous allez voir, c'est assez génial parce qu'il ne fait pas grand-chose. Et en fait, lui décide de lui-même de l'ordonnancement et il lance en parallèle les différentes tâches Mhm. de lui-même. Et donc, si je devais faire la comparaison en fait entre l'IA et le workflow, alors ça c'est l'IA qui me l'a sorti, cette phrase je l'ai trouvée jolie. Un agent raisonne et agit, et donc on va pouvoir retrouver les agents ici hein, dans ces workflows-là. Par contre, le workflow, lui, il orchestre et il sécurise l'exécution. Et c'est Mhm. exactement ça en fait, c'est-à-dire qu'on va piloter finalement toute l'exécution et faire appel à des LLM au moment où on en a besoin. Voilà un petit peu pour les slides de présentation. Je regarde l'heure, un quart, c'est impeccable. Oui, on a fini avec les slides. On va aller directement dans le code, sauf si il y a des questions, peut-être Steve. Non, non, on Vas-y, est bien, on est bien. on est bien. N'hésitez pas à poser des questions sur le chat, les amis. OK. Bon, on va passer un petit peu dans le code maintenant et on va aller regarder d'abord le mode agent. Donc, je vais ouvrir mon Visual Studio. Il y a une librairie à mettre enfin, une librairie, il y a quelques packages à mettre en œuvre. Alors, Azure AI Project, parce que j'utilise Foundry, hein, c'est pour ça que je l'ai là, c'est pour ça que j'ai Azure AI Foundry aussi, Azure AI. Ça va dépendre beaucoup en fait de. Je sais pas si on voit beaucoup l'explorateur de solutions, je suis désolé, je Non, peux mais pas. ouais, on peut pas zoomer ça, donc. Mais Et ça va, ça en va. tout cas, voilà, les packages, bon, faut lire la documentation et ça va dépendre du provider en fait qu'on va avoir. Et puis, voilà, en gros, ça va être des packages qu'on va devoir mettre. Là, je vous invite à lire la doc, parce que je ne peux pas tous vous les lire, mais en gros, vous avez Azure AI Project, Microsoft Agents AI, Azure AI, Microsoft Agents AI Foundry, Microsoft Agents AI Workflows. Voilà, en gros, c'est les packages que j'utilise là, Mhm. parce que je Foundry. OK. Bon, alors je suis dans mon fichier programme CS, là, qui est le truc principal. Bon, j'ai un Foundry qui a été fait hein, dans Azure, je ne reviens pas dessus. Vous allez dans Azure, vous créez un agent Foundry, puis vous déployez un modèle. Là, ici, j'ai déployé un GPT-5 Nano. C'est le nom de Mhm. mon modèle. Là, j'ai mon URL. Enfin, très bien. Je vais lui dire que je vais utiliser cette URI avec le default Azure Credentials. Alors là, ça marche très bien parce que je suis sur mon poste, évidemment, en déploiement. Je ne sais pas si c'était non, c'est pas marqué là, je crois que c'était marqué en commentaire. Mais en déploiement, bien évidemment, il faudra plutôt partir sur des identités managées ou un autre système, mais en tout cas pas avec le default Azure Credentials. Oui. Parce que là, ça utilise les credentials, je suis connecté sur la machine. Ça oblige sinon
c'est pas terrible, terrible. Ok, là, je récupère depuis le projet client. Donc ça, c'est de la tambouille, hein, Get Project OpenAI. C'est vraiment de la tambouille. Et puis, la partie que je trouve sympa par rapport à Semantic Kernel, on était quasiment tout le temps obligé d'utiliser comment dire, des modèles comme ça, ou alors il fallait créer des constantes. Là, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, on va créer un chat client ici qui va s'appeler, alors moi je l'ai appelé du nom du modèle, mais on peut ici en créer un autre, par exemple, je sais pas moi, mince, j'ai perdu Sonnet, voilà, Sonnet 4.6, par exemple, et je fais un OpenAI client, get chat client, et puis, alors c'est comme ça, mais je ne s'appelle pas comme ça, hein, c'est juste pour l'exemple pour montrer, voilà. Et donc là, à Mhm. partir de là, je vais pouvoir avoir deux modèles différents qui sont définis par des variables qui sont assez structurées. Et alors, je ne te montre pas pour là, ce sera pour plus tard. Je vous expliquerai après comment on switch de l'un à l'autre. Et c'est vraiment intéressant parce que en fonction des tâches qu'on va effectuer, on ne va pas forcément exécuter le même modèle. Des questions de coût, des questions de performance, etc. Et du coup, on va choisir plutôt les modèles qui vont être les plus adaptés à la tâche en question et pas un modèle global sur l'ensemble du workflow ou des tâches qu'on va réaliser. Je mets en commentaire pour tout à l'heure. Allez. Mhm. Ici, je vais créer mon agent. Ici, on va travailler sur les agents, travailler en workflow là. Donc, je vais appeler, voilà, pareil, hein, c'est de la tambouille. Il y a une classe ici avec une méthode statique as AI agent. On lui passe le projet client qui a été créé ici. On lui Mhm. passe le nom du modèle. On lui donne une instruction système. Voilà. Ok. Très simple, hein, Familiar System, type current source brief. Et puis le nom, il y aura just name. Ça, on peut l'appeler, on peut laisser ce qu'on veut, c'est pas grave. C'est un exemple. Donc voilà, donc là je suis prêt, vous voyez, en quelques lignes de code, je suis prêt à interroger mon LLM. Je n'ai pas plus de choses à faire et je vais directement lancer trois questions à mon LLM. Je vais lui demander quelle est la ville la plus grande en France, Marseille. de me dire, on verra, quel est en une phrase un fait intéressant sur la Tour Eiffel. Et puis en dernier, je vais lui demander quel temps faisait-il à Claville en Normandie en France, c'est chez moi. Faisait chaud. Euh, ah oui, forcément. Donc voilà. Et puis, dernière question, quels sont les derniers résultats en matière de Coupe du Monde, les derniers résultats de foot de Coupe du Monde? OK, donc quatre questions assez simples avec un seul modèle. On va le lancer. C'est peut-être ça qu'on n'a pas calibré, que j'aurais dû zoomer. J'espère que ça va. Est-ce que je peux zoomer ça ou pas? Ouais, Je crois que apparemment, oui. oui. Tu verras. Voilà, donc, je vais t'agrandir parce que quand il va répondre. Donc là, il est en train de mouliner, hein, simplement, il interroge il Mhm. interroge le Pas LM. du Donc là, il me tout. répond Paris, hein. Je lui ai dit Faux. d'être factuel, ben voilà. C'est faux. Euh, voilà. Le fact intéressant, c'est quand il fait chaud, la tour Eiffel elle peut grandir de 15 centimètres. Et Exact. puis, quand ce qui concerne la météo chez moi, il me dit, bah, j'ai pas de météo en fait, je peux pas avoir la météo du truc. Bon, bah, c'est dommage, du coup, c'est vrai qu'on est un petit peu contraint. Et puis, sur la Coupe du Monde, là, il est un peu perdu parce qu'en fait, il sait pas de quoi on parle. Enfin, c'est pas de quoi on parle. Hmm. Il travaille avec le modèle avec lequel euh, il a été entraîné. Alors, il sait qu'il a une Coupe du Monde en 2026. Par contre, il est incapable de me donner Hmm. les résultats. Il me donne les résultats de la dernière Coupe du Monde. OK. Ça, c'est normal. Il n'est pas connecté au monde. Et vous allez voir que là, c'est là où c'est génial. Alors, juste, j'ai copié le bout de code. Voilà, pour pas me tromper. Vous allez voir qu'on va adapter les choses Mhm. et on va lui rajouter un petit truc ici. Excusez de m'abuse. J'espère que c'est là. Je ne me trompe pas. Tools. D'accord? Et là, je vais lui rajouter un tool tout bête qui va lui dire cherche sur Internet. Très bonne idée. Voilà, donc là, je vais Marseille est faire. au moins 2 fois plus étendu que Paris. Paris intramuros, bien sûr, hein. Oui, en intramuros, oui, très certainement, c'est pas très grand. Enfin, c'est pas très grand, intramuros. Quand même assez grand. Mais il y a plus d'espace sans doute à Marseille. Euh, et du coup, sur les outils, donc là, ça c'est natif. Hein, j'ai pas eu besoin de créer, c'est complètement natif. Voilà, Mhm. create Web Search Tool. Alors, ce qui va se passer, pourquoi c'est natif? C'est parce que j'utilise Azure AI Foundry. Et donc, en fait, dans Azure AI Foundry, on a l'outil de recherche web. Et donc, c'est pour Hmm. ça que du coup, on a la possibilité de faire ça. Je Ok. relance les mêmes prompts, du coup. C'est vrai que largest pourrait être interprété ouais, comme en français.
Non, c'est faux. Je me désinscris. Ah, bah, je sais pas, faut regarder Wikipédia. Alors là, je sais pas. Mais je pense pas qu'il ait été cherché sur internet cette information-là. Heu, Là, il va aller me chercher la météo, normalement, il va aller me la chercher sur internet, hein. Oui. Et ça, c'est sûr. Les autres, je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé. Ce qui m'intéressait, c'était la météo là-dessus et le foot. Mhm. Et Oui, vas-y. qui sont des informations ouais, Voilà. volatiles et immédiates. Ouais, exactement. Allez, Coco, il est un petit peu lent là. Ah voilà, il fait 31 nœuds, très nuageux, non, je sais pas où est-ce qu'il y a eu l'info, plein soleil, mais c'est pas grave. Et ce soir, température autour de 19. Alors je sais pas quel jour il fait chez lui, quelle météo il a pris, mais Ça, en c'était tout en cas, 1986. source Météo France, page dédiée à Claville. Bon, ok, pourquoi pas. Et là, il me dit qu'en fait, mon prompt, il n'est pas suffisamment détaillé. Est-ce que je veux les derniers résultats du 2026, Hmm. ongoing, etc. Ok. Bon, c'est pas très très grave. Ce qu'on a vu en tout cas, c'est que ça se connecte à Internet. Après, c'est une Oui. histoire de prompt de travail, hein, mais en tout cas, je me connecte à Internet. Maintenant, je vais aller plus loin. Vous voyez que là, c'est lui qui choisit finalement en allant sur le web où aller chercher la météo. Ouais. Je vais. Ah, j'ai désactivé le partage. Pardon, je me suis trompé de bouton. Ça remarche? Ouais, c'est bon. Ouais, j'ai pas fait trop de bêtises. Ok. Je me suis trompé de bouton, pardon, je voulais fermer la console. Ok, ici, du coup, j'ai mon Web Search Tool. Donc ça va marcher très bien pour la Coupe du Monde. Pas Mhm. très bien. Tant que le prompt est bon. Mais moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que cette fois-ci, je vais lui en créer un à moi d'outils Mhm. et qui va me donner la météo. Imaginons que nous, on a un service météo, et c'est la météo de notre service qu'on veut donner, pas la météo des autres. Ok. Et donc ici, je crée une petite fonction qui s'appelle Get Weather, on va y aller tout de suite, et qui me renvoie juste une chaîne de caractères, hein. C'est juste pour démontrer. Alors, vous voyez ici, je lui ai mis une description parce que ça permet, si on le laisse complètement, on va le laisser complètement décider en fait de l'outil qu'il va devoir prendre. Ouais. Et donc là, je lui donne l'information. Il va plutôt préférer cet outil-là qui est spécialisé plutôt que d'aller chercher sur le web. D'accord? Ok. Et puis là, je lui commente également l'allocation pour qu'il puisse extraire du système l'allocation. Donc, vous voyez que là, on va extraire des éléments du LLM, c'est-à-dire que le LLM va prendre le prompt et va dire ah bah tiens, c'est ça l'allocation qu'il faut aller chercher. Et puis là, après, on la traite avec du code classique, si on veut, voire on interroge un autre LLM. Là, on va pas s'embêter, on va juste lui dire qu'il fait soleil et qu'il fait 1 degré, Hmm. comme ça, comme c'est complètement improbable aujourd'hui. On va laisser ça. Par contre, je vais mettre en commentaire, histoire que ce soit un petit peu plus rapide à exécuter, cette partie-là, voilà, qui sont les éléments. Et puis, je vais enlever la Coupe du Monde. Vous avez bien compris que le prompt ne va pas. Donc, on ne va pas continuer. On va juste laisser ça. Ouais. Et vous allez voir que là, normalement, en théorie, il va passer. Alors, ça devrait aller assez vite, là, normalement. L'Angleterre a Parce que, fait ouais, 0-0 contre le Ghana. ouais, Étonnamment. et oui. Et donc, là, il est en train de chercher. Je suppose qu'il est en train d'aller chercher l'outil qu'il faut qu'il prenne. Mhm. Attention. Et voilà. On a utilisé notre Mhm. outil, on a fait par notre outil en fait. Et c'est ça tout l'intérêt du truc. Et donc on peut imaginer après des scénarios. Vous voyez, là, c'est des outils, un outil que j'ai fait avec de la description et un petit peu de code. On peut imaginer des scénarios, on peut faire plein de choses comme ça, et où les agents, finalement, en fonction de leur spécialité, bah, vont pouvoir, enfin, le système va pouvoir de lui-même choisir Ouais. quel agent exécuter ou quel système. Ça, c'est le truc où il décide tout seul. Maintenant, on a l'autre façon de faire. Je vais mettre en commentaire tout ça. C'est ce que tu Euh, disais tout à l'heure dans les slides, la partie code act, là où il est choisi d'exécuter du code, c'est ça? Ouais, Ok. exactement. Alors non, Codact, on le verra la prochaine fois parce que j'ai pas eu le temps de le tester, Codact. D'accord. D'accord. Cette Codact, c'est il te génère du code pour répondre à un problème. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, Carrément, il le typiquement, génère. ouais, Ouais, ok. j'ai Ok, un plutôt fichier ça. CSV et je lui dis extrais-moi les données du fichier CSV. Soit on peut laisser le LLM le faire tout seul, mais c'est pas trop sa tasse de thé. Soit on Hmm. se dit, bah, je mets un outil dédié à ça qui va faire la tâche en fait. D'accord, d'accord. Donc voilà. Et normalement, du coup, on va faire avec du code. Et normalement, lui-même va être capable d'aller chercher le code pour faire le truc. Mais ça, on testera, je ferai le truc. Alors juste, je remets le code un petit peu en place pour qu'on puisse passer à la suite. Je vais enlever le return ici. Et puis ici, alors c'est un peu beaucoup plus complexe, hein. Ici, on est sur un truc où on va aller du coup analyser.
encore une fois, j'en avais parlé un petit peu la dernière fois, c'est un petit peu mon dada en ce moment, Mhm. de récupérer les données SonarCube. Donc SonarCube, c'est l'outil qui permet de faire une analyse en fait de